Trouver son pourquoi de l'auteur Simon Sinek. Lu par Livre Académie. Introduction. Nous voyageons beaucoup pour le travail, mais parfois le travail refuse d'attendre, il vient nous trouver jusque dans l'avion. C'est ce qui est arrivé à Peter lors d'un vol entre Miami et Saint-Louis. Il rapporte ainsi l'anecdote. « J'étais épuisé, je ne souhaitais qu'une chose, être arrivé à destination. Encore un autre vol, un autre inconnu à côté de moi. Je priais les dieux de la compagnie aérienne de me donner un voisin qui n'envahirait pas mon espace, physiquement ou verbalement. Je voulais tout simplement avoir la paix. Or, il s'avéra que mon voisin était l'une de ces personnes envahissantes et que ce vol serait l'un de ces trajets éprouvants. Je m'apprêtais à souffler pendant 4 heures quand Steve s'installa sur le siège voisin et se présenta. Après avoir bavardé de tout et de rien, il commença à me parler de son métier. Vous l'aurez sans doute deviné, Steve ne travaillait pas comme garde du corps pour les stars d'Hollywood et n'allait pas me faire part des ragots des tournages en s'empressant de me dévoiler leurs vies amoureuses et leurs soirées euphorisantes. Pas la moindre histoire salace à me mettre sous la dent pour passer le temps. Depuis 23 ans, Steve vendait de l'acier. Parfaitement. Tout ce qu'il y a de plus galvanisant. Cependant, l'acier qu'il négociait n'avait rien du tout venant. Son entreprise, basée en Suède, produisait d'un acier d'une pureté telle qu'il procurait aux machines un meilleur rendement eu égard à la légèreté de leurs composants, la transmission d'une voiture par exemple. Étant lui-même ingénieur, Steve pouvait attester personnellement de la supériorité de son produit par rapport au reste du marché. Mon voisin fit une pause et me regarda, espérant visiblement que je lui demande d'en dire davantage sur son matériau de prédilection. Le problème était que je me fichais pas mal de ce qu'il faisait. Non pas que je sois asocial ou que je m'intéresse exclusivement au potin, cependant ce qui me passionne n'est pas le métier que les gens font, mais pourquoi ils le font. Par conséquent, au lieu de m'enquérir du prix de son acier ou du nom de ses meilleurs clients, je lançai à Steve. « Et alors ?» bredouilla mon voisin, ne saisissant pas ma question, que je reformulai autrement. « Je comprends que votre acier est d'une grande pureté, ce qui permet de fabriquer des pièces légères, rendant les machines plus efficaces. Mais encore ?» Il bafouilla de plus belle, puis répliqua « Eh bien, nous utilisons moins de matières premières. » Il se rapprochait du but. J'insistais davantage. « Et qu'est-ce que ça change ?» Je crus pendant un moment qu'il allait s'effondrer. Il avait simplement voulu bavarder. Et voilà qu'il se retrouvait condamné à supporter mes questions bizarres pour les 3 heures à venir. Le vent avait tourné. Nous poursuivîmes toutefois la conversation et je l'aidai à trouver ses réponses. Il s'avéra qu'avec un acier d'une telle pureté, les pièces nécessitaient moins de métal tout en conservant la même robustesse. Moins de matières premières signifiait moins d'extraction de minerais, et par conséquent moins d'énergie consommée et moins de pollution. Et encore, quand l'acier sert à fabriquer une voiture par exemple, elle est plus légère, consomme moins de carburant et génère moins de pollution. En outre, plus l'acier est pur, plus il se recycle facilement. Tout cela était fort intéressant, mais nous n'avions pas encore décelé pourquoi Steve s'enthousiasmait autant pour son travail. « C'est formidable d'économiser du gasoil et de limiter la pollution, lui dis-je. Mais vous avez certainement été motivé par autre chose pour avoir continué ce métier pendant 23 ans. C'est une longue période pour être resté passionné à ce point. Il y a sans doute quelque chose d'autre en jeu, une chose en laquelle vous croyez passionnément, lui suggérai-je. » Enfin, le déclic se produisit. Pour la première fois depuis le début de notre conversation, je vis les yeux de Steve s'illuminer. Et il donna libre cours à ses émotions. Je lui demandai s'il me permettait de reformuler son argumentaire de vente. En termes simples, commençai-je en parlant en son nom. Je crois en l'utilisation des ressources naturelles pour le bien de l'humanité. Et je crois que nous devons le faire de façon responsable en laissant une planète saine à nos enfants. Voilà ce qui m'a amené à devenir ingénieur et à rejoindre cette entreprise. Basée en Suède, pays œuvrant pour la durabilité, nous avons élaboré un matériau permettant aux ingénieurs de concevoir des produits plus légers, plus efficaces et plus écologiques. La voie que nous avons choisie pour contribuer à la durabilité se trouve être l'acier léger. « Merci, fit mon voisin rayonnant. Vous venez de mettre en mots la raison pour laquelle j'adore mon travail. » En débutant ma version de son argumentaire par ce qui suscite son engouement pour son métier, j'ai permis à Steve de comprendre que ce n'est pas ce qu'il fait qui l'a comblé pendant plus de 20 ans, ce qui l'inspire et pourquoi il le fait. En reliant son travail au sens qu'il lui donne, il a découvert son pourquoi. Chacun de nous possède un pourquoi, une raison d'être, une cause ou une croyance profonde qui est à la source de notre passion et de notre inspiration. Peut-être ne connaissez-vous pas encore le vôtre ou ne savez-vous pas comment l'exprimer, mais vous en possédez un, nous vous l'assurons. Si vous souhaitez le connaître sans attendre d'avoir Peter pour voisin dans un avion, ce livre vous aidera. Selon nous, chacun a le droit de vivre comme Steve, c'est-à-dire de se lever le matin en ayant envie d'aller travailler et de rentrer le soir épanoui par le travail accompli.
Si nous voulons ressentir une passion éternelle pour notre travail, si nous voulons éprouver le sentiment de contribuer à quelque chose d'exceptionnel, nous avons tous besoin de connaître notre pourquoi. Raison pour laquelle nous avons écrit ce livre. Chapitre numéro 1. Partez du pourquoi. Parfois, un projet qui nous semblait gagner d'avance s'avère décevant, voire désastreux. Inversement, il peut nous arriver, à nous-mêmes ou à un concurrent, de réussir haut la main alors que selon les critères usuels du marché, nous aurions dû nous planter. Ces résultats vous paraîtront sans doute mystérieux, mais ils ne le sont nullement si vous les envisagez sous l'angle du pourquoi. Dans son ouvrage intitulé « Commencer par le pourquoi », Simon Sinek recourt à un modèle qu'il a baptisé « le cercle d'or » pour expliquer comment des leaders légendaires comme Steve Jobs, Martin Luther King et les frères Wright ont réussi là où d'autres personnes aussi ingénieuses et acharnées, voire mieux nanties, ont échoué. Si vous avez lu son livre ou visionné sa conférence TED consacrée au pourquoi, vous connaissez déjà le cercle d'or et ce chapitre vous en rappellera les principes de base. Si vous découvrez ce concept, les pages suivantes seront indispensables pour vous mettre en quête de votre pourquoi. Toute organisation et toute carrière fonctionnent selon 3 niveaux, comme illustré ci-après. Ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Nous savons tous ce que nous faisons, les produits que nous vendons, les services que nous proposons ou les fonctions que nous remplissons. Pour certains, nous savons comment, ces spécificités dont nous pensons qu'elles nous font sortir du lot. En revanche, nous sommes très peu nombreux à pouvoir exprimer clairement pourquoi nous le faisons. Attendez, me direz-vous. Soyons honnêtes, la plupart des gens travaillent pour gagner de l'argent. Voilà le pourquoi, c'est évident. Tout d'abord, l'argent est une conséquence. Même s'il entre en ligne de compte, ce n'est pas lui qui incite quiconque à s'extirper du lit tous les matins. Et aux cyniques qui prétendent se lever pour le blé, nous posons la question suivante. Pour quelles raisons voulez-vous gagner de l'argent? Pour être libre? Pour voyager? Pour offrir à vos enfants un niveau de vie dont vous n'avez pas bénéficié? Pour marquer des points et montrer que vous avez fait mieux que les autres? Le fait est que ce n'est pas l'argent qui motive les gens. Pour comprendre ce qui nous anime et nous inspire, le pourquoi va bien plus loin. Il s'agit de la raison d'être, de la cause ou de la croyance qui sous-tend chaque organisation et la carrière de chaque individu. Pourquoi votre entreprise existe-t-elle? Pourquoi êtes-vous sorti du lit ce matin? Et pourquoi quiconque s'en donnerait-il la panne? Lorsque nous rencontrons de nouveaux clients, le plus souvent nous nous empressons de leur dire ce que nous faisons. Puis nous leur expliquons comment nous le faisons et en quoi nous sommes différents. Cela suffira, pensons-nous, à remporter leur clientèle, à influer sur leur point de vue ou à les convaincre de prendre telle ou telle décision. L'argumentaire suivant illustre cette démarche. Nous vendons du papier. Nous proposons un produit de qualité supérieure au meilleur prix. Nous sommes moins chers que tous nos concurrents. Vous nous en achetez? Cet argumentaire est tout à fait rationnel. Il expose clairement ce que fait l'entreprise et s'efforce de persuader les acheteurs potentiels de choisir son produit plutôt que celui des concurrents en mettant l'accent sur ses caractéristiques et avantages. Si une telle approche peut fonctionner de temps à autre, elle occasionnera au mieux quelques transactions récurrentes. Dès que le client trouvera une meilleure offre, il s'en ira, car cet argumentaire ne différencie ce fournisseur d'une manière qui importe véritablement. La fidélité et les relations à long terme ne sont pas basées sur les caractéristiques et avantages qui n'inspirent pas le client, mais sur quelque chose de plus profond. Imaginons un autre argumentaire, basé cette fois sur le pourquoi. À quoi sert une idée à moins d'être transmise? Notre entreprise a été fondée pour contribuer à la diffusion des idées. Plus celles-ci sont propagées, plus elles sont susceptibles d'avoir un impact sur le monde. Il existe pour cela divers moyens, parmi lesquels l'écrit. C'est là que nous intervenons. Nous fabriquons du papier pour recueillir les mots qui formuleront de grandes idées. Vous nous en achetez? Rien à voir, n'est-ce pas? En partant du pourquoi, nous avons vraiment donné une bonne image de notre papier. Or, si l'on obtient d'un tel résultat avec un produit de base, imaginez ce que l'on ferait avec un produit hors commun. Cet argumentaire ne se fonde pas sur les faits et chiffres. Les caractéristiques et avantages ont certes leur importance, mais pas au premier abord. Le recours au pourquoi confère à notre argumentaire une valeur plus profonde, plus émotionnelle et finalement plus persuasive. Nous ne parlons plus de papier, mais nous expliquons qui est notre entreprise et quelles sont ses convictions. Bien sûr, vous aurez toujours des gens qui n'attendront rien de plus qu'une ramette de papier. Néanmoins, si leurs croyances et valeurs correspondent à celles exprimées dans votre argumentaire,
Par exemple, s'ils accordent de l'importance à la diffusion des idées, ces clients sont davantage susceptibles de vouloir faire appel à vous, non pas une seule fois, mais à d'innombrables reprises. Ils ont plus de chances de rester fidèles, même si un autre fabricant leur offre un prix plus avantageux. Le fait qu'ils se fournissent auprès d'une entreprise reflétant leurs propres croyances dénote qui ils sont. Les entreprises qui inspirent leurs clients, qui suscitent leur confiance et leur loyauté sur la durée, sont celles qui nous donnent le sentiment d'accomplir quelque chose de plus que d'économiser $1. Cette impression de communier avec quelque chose d'exceptionnel explique pourquoi nous continuons à porter le maillot de l'équipe de foot de notre ville natale alors qu'elle s'entête à perdre tous ses matchs de qualification depuis 10 ans. Voilà pourquoi certains d'entre nous préféreront toujours Apple aux autres marques, même si ces produits ne sont pas toujours les moins onéreux. Que nous l'admettions ou pas, nous ne sommes pas des êtres tout à fait rationnels. Sinon, personne ne tomberait jamais amoureux ni ne créerait d'entreprise. Face à l'écrasante probabilité d'échouer, aucun individu rationnel ne s'y risquerait. Or, nous le faisons, tous les jours. Car ce que nous ressentons est plus puissant que ce que nous pensons de manière réfléchie. Cependant, le ressenti pose problème. Il est extrêmement difficile de l'exprimer avec des mots. Voilà pourquoi nous recourons si souvent à des métaphores et analogies telles que « notre relation m'évoque un train fonçant à toute vapeur vers un pont vétuste » ou « quand j'arrive au bureau, je me sens à nouveau comme un gamin dans une cour de récréation ». Même s'il est difficile de verbaliser ces sentiments, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Lorsque nous sommes en phase avec nos clients sur le plan émotionnel, notre relation devient bien plus forte et significative que toute interdépendance reposant sur des caractéristiques et avantages. D'où l'intérêt de partir du pourquoi. Cette idée n'est d'ailleurs pas une invention de notre part, car le concept du pourquoi est basé sur les principes biologiques de la prise de décision humaine. En effet, le cercle d'or correspond parfaitement à la manière dont notre cerveau fonctionne. L'anneau périphérique du cercle d'or, quoi, correspond à la couche externe du cerveau, le néocortex, qui régit la pensée analytique et rationnelle. Celui-ci nous permet de saisir les faits et les chiffres, les caractéristiques et les avantages, ainsi que de maîtriser le langage. Quant aux anneaux intérieurs, pourquoi et comment, ils correspondent à la zone centrale du cerveau appelée système limbique qui gère nos comportements et prises de décision, ainsi que nos sentiments, parmi lesquels la confiance et la loyauté. Mais contrairement au néocortex, le cerveau limbique est doté d'aucune capacité langagière, d'où l'expression « réaction viscérale », sans aucun rapport avec notre abdomen, que nous employons lorsque nous prenons une décision que nous avons du mal à expliquer. Cette séparation des pouvoirs est la raison biologique pour laquelle nous peinons parfois à exprimer nos émotions. Je ne trouve pas les mots pour te dire à quel point je t'aime. À expliquer nos actes. C'est le diable qui m'a poussé à le faire. Ou à justifier nos choix. Je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était la bonne décision. Néanmoins, nous avons la possibilité d'apprendre à mettre des mots sur ces sentiments. Et les personnes qui le font sont celles qui parviennent le mieux à susciter l'action chez elles-mêmes, leurs collègues et leurs clients. Si nous avons écrit ce livre, c'est pour vous aider à trouver ces mots. Après avoir identifié votre pourquoi, vous serez capable d'exprimer clairement ce qui vous comble, et donc de mieux comprendre ce qui dicte votre comportement lorsque vous êtes à votre optimum naturel. Ainsi, vous aurez un point de référence pour toutes vos initiatives à venir. Vous ferez des choix plus intentionnels pour votre entreprise, votre carrière et votre vie. Vous inciterez les autres à acheter vos produits, à travailler avec vous et à rallier votre cause. Vous n'aurez plus jamais besoin de jouer à la loterie et d'agir sur des coups de tête pour des raisons que vous ne saisissez pas vraiment. Désormais, votre travail revêtira un sens dont vous aurez conscience. Dorénavant, vous partirez du pourquoi. Le pourquoi à l'œuvre. Vêtu d'un costume gris impeccablement coupé, le directeur des ressources humaines leva les yeux vers Émilie. En guise de préambule, il aboya sa question habituelle. « Que pensez-vous apporter à notre entreprise ?» Quelques mois avant d'obtenir son diplôme de fin d'études, la jeune femme postulait dans une grande entreprise internationale. Excellente élève, titulaire d'une bourse au mérite couvrant la totalité de ses frais de scolarité, elle avait aisément franchi la première sélection et se retrouvait face au DRH flanqué de 3 autres cadres. Au vu de son dossier, ces derniers savaient qu'Émilie était brillante, mais ils s'inquiétaient de son manque d'expérience. Plus importante encore, ils se demandaient si elle saurait s'adapter à leur culture et travailler sous pression. L'homme en gris ajouta « Nous avons de nombreux candidats extrêmement qualifiés pour ce poste. Dites-nous ce qui vous différencie des autres. » En étudiante consciencieuse, Émilie avait préparé son entretien en glanant toutes les informations disponibles sur l'entreprise. Mais les autres candidats avaient tous accès aux mêmes données.
Aussi passe-t-elle au cran supérieur en dévoilant son pourquoi. Avant de vous parler de ce que j'apporterai à votre entreprise, répondit-elle calmement au DRH, je me permettrai d'abord de vous donner la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Je m'efforce d'aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà ce qui me motive. D'après votre site web, j'ai l'impression que vous croyez précisément à la même chose. Alors pourquoi ne pas prétendre à intégrer votre entreprise ? La déclaration de la jeune femme retint l'attention du jury. Ses interlocuteurs cessèrent de remuer leurs papiers et la regardèrent en face. Émilie enchaîna alors avec un discours plus conventionnel, en énumérant ses compétences et ses points forts, mais elle avait déjà remporté la bataille. En moins de 30 secondes, elle avait persuadé le jury de l'embaucher. En partant de son pourquoi, elle s'est adressée directement à leur cerveau limbique, qui gère la prise de décision. En exposant qui elle était, et non uniquement ce dont elle était capable, elle avait aussitôt établi une relation authentique, et cela fut suffisant. Les recruteurs comprirent instinctivement qu'ils souhaitaient la voir rejoindre leur équipe. De même, les choses s'étaient passées assez simplement pour la candidate. Au lieu de consacrer son temps de préparation à trouver des réponses intelligentes à une foule de questions hypothétiques, elle s'était attachée à transmettre son pourquoi avec naturel. Une fois devant le jury, elle n'eut plus qu'à exprimer à cœur ouvert, autrement dit avec son cerveau limbique, ce qui lui donnait envie de travailler dans leur entreprise. Le reste de l'entretien s'apparenta davantage à une conversation qu'à une investigation, et toutes ces réponses confirmèrent l'intuition initiale des recruteurs. Avant même qu'Émilie soit rentrée chez elle, son téléphone sonna. C'était le DRH qui lui confiait le poste. Un même outil peut servir à plusieurs choses. Par exemple, un marteau permet aussi bien d'accrocher un simple tableau que de construire une maison entière. Tout aussi polyvalent, notre pourquoi possède autant d'applications restreintes qu'étendues. Nous pouvons l'utiliser pour réussir un entretien ou motiver une équipe. Un patron peut s'en servir pour lancer un nouveau projet ou diriger l'ensemble de sa société. Une entreprise peut l'employer pour initier une campagne marketing ou transformer sa propre culture. Un seul outil pour de multiples utilisations. On peut aussi comparer le pourquoi à une pièce de puzzle. Si vous savez à quoi ressemble votre pièce, vous trouverez bien plus aisément où la placer. Vous prendrez vos décisions avec plus de rapidité et d'assurance. Et quand les autres verront votre pièce, ils sauront si elle s'accorde avec la leur. Ainsi, l'image du puzzle prendrait-elle forme. Dans le monde réel, cela serait une équipe qui s'unirait de manière à promouvoir une vision commune ou, comme dans le cas du recrutement d'Émilie, qui saurait quelle personne inviter à la rejoindre. Il existe deux façons de bâtir une carrière ou une entreprise. Vous pouvez passer votre vie à tâtonner, à partir à la pêche aux opportunités ou aux clients, en espérant que ça morde, ou bien mener votre vie avec une intention, en sachant à quoi ressemble votre pièce de puzzle, en connaissant votre pourquoi et en allant directement là où se trouve votre place. Trouvez la bonne adéquation. C'était l'heure de la pause pour un groupe de cadres supérieurs d'une chaîne de télévision qui suivait le séminaire « Découvrir son pourquoi ». Tandis que les autres participants se ruaient sur la machine à café, Suzanne, la DRH, s'adressa à son collègue Jim. « Je ne pense pas qu'il faille l'embaucher. » Depuis plusieurs semaines, tous deux hésitaient à recruter une certaine personne pour un poste crucial. Après avoir mené une vaste prospection, ils avaient réduit leur liste à ce seul candidat. Sur papier, il semblait parfait. Il remplissait tous les critères. Mais quelque chose clochait. « Jusque-là, je ne voyais pas où était le problème, » fit Suzanne. « Mais maintenant, ça me saute aux yeux. » Jim poursuivit le fil de sa pensée. « Il ne croit pas en nos valeurs. » Grâce au séminaire « Découvrir son pourquoi », Suzanne et Jim ont eu la même révélation. Le candidat en question possédait toutes les qualifications requises, mais il lui manquait une chose extrêmement importante. Il était incapable de se faire l'apôtre du pourquoi de l'entreprise. Certes, le poste à pourvoir était crucial et la chaîne pâtirait de sa vacance durant quelques mois supplémentaires. Néanmoins, les deux cadres décidèrent sur le champ dans la salle de pause qu'en dépit des difficultés engendrées à court terme, ils continueraient à chercher la personne qui correspondrait au profil souhaité et serait en adéquation avec leur entreprise. Il est plus facile d'embaucher quelqu'un en se fiant à son CV qu'à son adéquation à la culture de l'entreprise. En général, nous recrutons parce que nous avons un travail à effectuer. Nous examinons le CV du candidat pour savoir s'il a les compétences et l'expérience requises. Nous analysons des faits. Or, le recrutement d'une personne correspondante à notre culture repose moins sur des faits que sur un sentiment.
Un cadre irresponsable ignorera cette intuition ou impression viscérale, alors qu'un recruteur sensé en tiendra compte. Le problème étant qu'il s'agit d'un sentiment. Si certains aspects sont prévisibles, tangibles et aisément mesurables, comme le bénéfice, le chiffre d'affaires et les charges, le fait est que bien d'autres sont imprévisibles, intangibles et difficiles à mesurer, comme la vision, la motivation, la confiance et le recrutement en adéquation avec la culture d'entreprise. Non que nous méconnaissions la valeur de ces ressources intangibles, mais nous avons du mal à expliquer en quoi elles consistent. Parfois, les actifs intangibles sont délaissés parce que l'injonction interne ou externe à faire du chiffre l'emporte sur les préoccupations relatives à la santé de l'entreprise à long terme. Ou bien nous les ignorons du fait de notre incapacité à les comprendre véritablement ou à les expliquer, à avoir la patience de les cultiver ou à trouver un critère d'évaluation approprié. Si nous possédions les outils adéquats pour gérer les intangibles, nous leur accorderions vraisemblablement davantage d'attention. Nous disposons d'outils pour surveiller les stocks d'une entreprise, mais quel outil nous permettrait d'évaluer l'adéquation culturelle d'un salarié potentiel? Nous pouvons aisément calculer les bénéfices en déduisant les dépenses des recettes, mais comment mesurer avec précision les efforts discrétionnaires du personnel? Nous avons accès à l'historique d'achat de chaque client, mais comment évaluer sa confiance en l'entreprise? L'absence de réponse à ces questions explique pourquoi tant d'entreprises recrutent des candidats pour leurs compétences avant leur adéquation, parlent de culture sans savoir comment l'élaborer et ne parviennent pas à établir de relations humaines et profondes avec leurs salariés et leurs clients. Le pourquoi est un outil qui clarifie ce qui est confus et rend tangible ce qui est abstrait. Employé à bon escient, il vous aidera à recruter, à développer des stratégies et à communiquer plus clairement, en interne comme en externe. Il vous permettra d'établir une vision qui inspirera les autres. Grâce à lui, vos actes auront un sens dont vous aurez conscience. Au fil des chapitres suivants, nous vous aiderons à trouver votre pourquoi et à le mettre en mots. Chapitre numéro 2. Trouver son pourquoi vu d'ensemble. Le monde du travail n'est pas un long fleuve tranquille. Se lever le matin, se rendre au bureau, négocier avec le patron, ou si vous êtes le patron, négocier avec tout le monde, dégager des bénéfices, idéalement plus que l'année précédente, rentrer à la maison, gérer sa vie personnelle, se coucher, se lever et rebelote. Cela fait beaucoup de choses à mener à de front chaque jour. Pourquoi perdre son temps par-dessus le marche à s'accrocher à l'idée fantasque de comprendre pourquoi vous faites tout cela? La réponse n'a rien de fantasque, elle est très simple. Que vous soyez patron ou salarié, que vous dirigiez une équipe ou un département, ou que vous vous intéressiez au pourquoi de toute votre entreprise, la découverte du pourquoi insufflera la passion dans votre travail. Ce n'est pas une recette garantissant le succès. Vous pouvez réussir de mille et une façons, selon les critères quantitatifs traditionnels. Toutefois, l'outil du cercle d'or vous permettra de réussir et de vous épanouir à long terme. Si vous êtes chef d'entreprise, vous identifierez votre pourquoi afin de communiquer à vos salariés et vos clients ce qui singularise votre société. Ainsi, Apple ne propose pas toujours les meilleurs produits, ne me parlez surtout pas de la durée de vie de leur batterie. Mais si vous êtes du genre à vouloir penser différemment, vous ne jurerez probablement que par la marque à la pomme avec une émotion que vous n'éprouverez jamais pour Dell par exemple. En maîtrisant votre pourquoi, vous recruterez en outre plus facilement les bonnes personnes. Tout patron souhaite disposer de salariés qui aient réellement foi en son entreprise. Mais comment les trouver si vous n'avez pas une idée claire de ce en quoi ils devraient croire, hormis de travailler dur? En connaissant votre pourquoi, vous embaucherez des gens qui croient en la même chose que vous, ce qui est largement plus motivant que l'argent. En découvrant votre pourquoi, vous détiendrez le secret pour recruter des salariés en adéquation. Si vous êtes salarié comme Steve, le représentant en acier léger qui voyageait à côté de Peter, le fait de connaître votre pourquoi renforcera ou renouvellera votre passion et vous reliera au pourquoi de votre entreprise. Et si vous deviez un jour quitter cette dernière, la maîtrise de votre propre pourquoi sera des plus précieuses pour choisir votre prochain emploi dans une entreprise où vous aurez davantage de chances d'être en adéquation, de réussir et de vous épanouir. Si vous appartenez à une équipe ou un département au sein d'une entreprise plus importante, cette entité possédera sans doute sa propre sous-culture. Le fait de formuler son pourquoi, sa contribution spécifique à l'entreprise, peut s'avérer extrêmement puissant. En effet, celui-ci permet de relier les membres de l'équipe de façon plus intense et significative à ce qui distingue l'entreprise par rapport au reste du monde. Si vous souhaitez découvrir le pourquoi d'une organisation entière, vous aurez deux sources possibles. La première est le pourquoi du créateur de l'entreprise qui découle de son histoire originelle. Si le fondateur n'est plus là,
Notre méthode encourage les membres de l'organisation à identifier son pourquoi en se basant sur les meilleurs aspects de la culture existante. Nous avons divisé notre méthode Découvrir son pourquoi en 3 chapitres s'adressant aux différentes catégories énumérées ci-dessus. Que vous soyez le fondateur d'une entreprise, son dirigeant ou l'un de ses salariés, vous êtes un individu qui bénéficiera du processus individuel présenté au chapitre 3. Si vous faites partie d'une équipe ou d'un département au sein d'une entreprise plus importante, vous recourrez en outre au processus tribal exposé aux chapitres 4 et 5. De plus, ce dernier vous permettra de découvrir le pourquoi de l'ensemble de l'entreprise dans le cas où son fondateur n'y serait plus impliqué. Mais avant qu'individus et tribus ne se séparent, plongeons au cœur du processus en examinant les principales étapes par lesquelles tout le monde devra passer. Étape 1. Rassemblez vos souvenirs et partagez-les. Chacun de nous possède un unique pourquoi. Celui-ci n'énonce pas qui nous souhaiterions être, mais qui nous sommes à notre optimum naturel. Si, à l'instar de Steve, le commercial en acier léger, vous vivez déjà inconsciemment votre pourquoi, vous en ferez un outil encore plus puissant en l'explicitant. En revanche, si vous peinez à vivre votre pourquoi, le fait de comprendre enfin la raison d'être, la cause ou la croyance qui vous caractérise, vous aidera à changer de cap et à rallier un nouveau point de vue, un nouveau rôle ou même une nouvelle entreprise, de manière à connaître l'épanouissement qui vous manquait jusque-là. Fondamentalement, le pourquoi résulte d'une histoire originelle. En vous remémorant votre passé afin d'en extraire les fils les plus significatifs, les expériences vécues, les personnes qui vous ont influencé, les vies que vous avez transformées, les hauts et les bas auxquels vous avez été confrontés, vous identifierez des schémas récurrents. Chez l'individu, le pourquoi se constitue durant l'adolescence. Pour le révéler, vous rassemblerez vos souvenirs les plus marquants, les événements déterminants de votre vie, et vous les examinerez afin de trouver ce qui les relie. Le pourquoi d'une tribu provient également du passé, l'histoire originelle de l'entreprise ou des anecdotes communes à d'anciens membres de la tribu qui symbolisent leur fierté d'appartenir à ce groupe. Dans tous les cas, la découverte du pourquoi s'apparente à l'orpaillage. Les pépites se trouvent dans la rivière du passé, mêlées au gravier, dissimulées par les eaux tumultueuses. Ce n'est qu'en prenant le temps de trier les faits significatifs, paillette par paillette, que vous récolterez un trésor. Plus ces souvenirs seront précis, mieux ce sera. Chaque été, nous partions à bord de la voiture familiale pour sillonner le pays. Trop général pour être d'aucune utilité. Nous passions toutes nos vacances à sillonner le pays à bord de la voiture familiale. Une année, étant tombé en panne en plein désert, nous avons dû rallier Albuquerque en stop. J'étais mort de frousse, mais je me rappelle m'être dit que je devais me montrer fort pour ne pas effrayer ma petite sœur. Alors j'ai inventé un jeu pour nous distraire. Exactement le genre de détails dont vous aurez besoin. En vous remémorant les faits, les émotions, les conversations et les leçons retenues, vous recueillerez des indices pour comprendre qui vous êtes et quel est votre pourquoi. Plus vous aurez d'anecdotes à vous rappeler et à partager, plus vous accumulerez d'indices et plus vous dégagerez facilement les thèmes ou schémas récurrents. Que vous soyez un individu ou une tribu, rappelez à votre souvenir les anecdotes qui ont eu le plus d'impact sur votre vie. Si certaines seront des événements majeurs, la plupart ne le seront pas. Ce qui importe est la qualité du souvenir, les détails dont vous vous rappelez et l'émotion que vous ressentez en le relatant. Sachant qu'il est très difficile de rester objectif et de percevoir le fil conducteur de nos propres anecdotes, nous vous suggérons de travailler avec un partenaire si vous faites la démarche à titre individuel ou avec un facilitateur si vous constituez une tribu. Les leaders sont ceux qui ont le courage d'ouvrir une brèche en montrant aux autres la voie à suivre. Peut-être craignez-vous que cette histoire ne dure aussi longtemps qu'une psychanalyse. N'ayez aucune inquiétude, vous n'aurez pas besoin de vous allonger sur un divan. Rassemblez le plus de souvenirs précis et marquants que vous pourrez, au minimum 10. Parmi eux, choisissez-en 5 ou 6, ceux qui ont le plus influé sur votre vie, et faites-en part de manière aussi détaillée que possible. Abordons la question sous un autre angle en analysant le pourquoi d'une personne réelle. Voici comment Simon Sinek formule son pourquoi. Inciter les gens à faire ce qui les inspire, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions changer notre monde. L'impact recherché par Simon est que chacun d'entre nous améliore, à plus ou moins grande échelle, le monde dans lequel nous vivons. Formidable. Toutefois, à lui seul, cet objectif est trop vaste et abstrait. C'est la contribution de Simon, ce qu'il fait concrètement dès le lundi matin pour changer les choses, qui mène vers l'impact souhaité. La partie contribution de son pourquoi, inciter les autres, donne à Simon l'orientation nécessaire.
Les livres qu'il écrit, les conférences qu'il donne, les ateliers qu'il anime, tous imprégnés de sa cause, sont ce qu'il fait pour inspirer les gens. Et plus il les inspire efficacement, plus il est probable que chacune des personnes intéressées par son travail contribue à changer notre monde en bien. La formule « de manière à » fonctionne pour tout un chacun. Elle constitue la façon la plus simple de codifier notre vocation. Peu importe que notre pourquoi soit individuel ou tribal, quand nous œuvrons avec un pourquoi explicite à l'esprit, nous arrivons chaque jour en ayant le sentiment de prendre part à quelque chose d'exceptionnel. Chapitre numéro 3. Découvrir le pourquoi à titre individuel. Ce chapitre est destiné à toute personne souhaitant connaître son pourquoi. Que vous soyez chef d'entreprise, salarié, étudiant ou parent en foyer, le processus est le même. Pour découvrir le pourquoi d'une équipe ou d'un groupe, reportez-vous directement aux 2 chapitres suivants qui sont consacrés à la méthode tribale. Comme dans beaucoup de domaines, le processus de découverte du pourquoi sera plus efficace si vous avez par avance une idée générale de ce qui vous attend. Pour cela, observez le schéma ci-dessous avant de réaliser ces 7 étapes. Rappelez-vous que pour trouver votre pourquoi, vous devez filtrer la rivière de votre passé en quête de pépites d'or, en faisant remonter à la surface vos souvenirs personnels et professionnels afin d'en dégager les thèmes les plus significatifs. Section Partenaires. Bienvenue. Merci d'avoir accepté d'aider quelqu'un à découvrir et formuler son pourquoi, la raison d'être, la cause ou la croyance qui le motive. Pour nous, Peter et David, ce soutien constitue l'une des facettes les plus enthousiasmantes de notre travail. Nous adorons épauler ainsi une personne et la voir s'illuminer lorsqu'elle parvient enfin à exprimer son pourquoi en termes clairs. Bien que nous l'ayons déjà fait à plusieurs centaines de reprises, l'expérience est à chaque fois aussi exaltante. Aujourd'hui, c'est à vous de jouer le rôle de partenaire. Nous ne mentirions en prétendant que nous ne sommes pas un peu jaloux. Alors amusez-vous bien et savourez le cadeau que vous allez faire à cette personne. Le but de cet accompagnement est que votre protégé reparte avec une première ébauche de son pourquoi. Celui-ci lui servira ensuite de filtre pour prendre ses décisions, de manière à ce qu'il s'épanouisse au mieux dans son travail et sa carrière. Cette section vous fournira les conseils et outils nécessaires pour soutenir votre protégé. N'ayez crainte, vous n'avez pas besoin d'être un thérapeute ou un coach pour faire un excellent partenaire. Il suffit que vous ayez envie d'aider cette personne à trouver son pourquoi. Nous serons là pour vous guider tout au long du processus. En outre, nous avons récapitulé nos conseils à l'annexe 2 de ce livre pour vous éviter de revenir à chaque fois au présent chapitre. Fondamentalement, le pourquoi provient d'une histoire originelle. Nous sommes l'ensemble de toutes les expériences que nous avons vécues en grandissant, les leçons que nous avons reçues, les enseignants que nous avons rencontrés et les choses que nous avons faites. Pour aider votre protégé à découvrir son pourquoi, vous devrez écouter ses souvenirs. Représentant qui il est à son optimum naturel, son pourquoi se dévoilera à travers les anecdotes et expériences qui ont affecté sa vie et l'ont façonné. Il consiste principalement à écouter votre protégé avant de poser les questions judicieuses qui lui permettront de creuser davantage pour trouver le sens profond de chacun de ses souvenirs. Tandis que vous l'écouterez, vous prendrez des notes en identifiant les thèmes, idées, mots ou expressions qui reviennent. Ceux-ci révéleront le fil conducteur faisant apparaître qui il est à son optimum naturel. Pour ce faire, vous devez impérativement laisser de côté vos propres préjugés. Ne laissez pas ce que vous savez de la personne ou même ce que vous pensez savoir d'elle ternir votre objectivité. Le plus important est que vous soyez totalement présent, c'est-à-dire que vous évitiez toute distraction et restiez parfaitement concentré sur votre tâche. Le processus de découverte du pourquoi n'est pas une thérapie, ni un mentorat. Votre rôle ne consiste pas à donner votre opinion, prodiguer des conseils ou résoudre les problèmes de la personne que vous accompagnez, mais à lui prêter une oreille active. Comment prodiguer une écoute active ? L'écoute active vise à entendre davantage que les mots prononcés, c'est-à-dire à percevoir la signification, la motivation ou l'émotion qui se cache derrière. Elle repose sur des techniques simples. Établir un contact visuel, manifester votre attention par des signes verbaux et non verbaux, par exemple en disant « continuez » ou en acquiesçant pour montrer que vous avez compris. Invitez la personne à préciser la situation décrite ou ses émotions, repérez notamment les indices non verbaux. Les expressions du visage, le langage corporel et même les silences prolongés trahissent les sentiments que lui inspire l'événement relaté.
Les anecdotes évoquées par votre protégé figurant parmi les plus significatives de son existence, elles pourront susciter en lui des émotions intenses. Fierté, amour, épanouissement, peur, appartenance, solitude et d'autres encore se manifesteront. Certaines personnes s'animeront, en agitant les mains, en s'avançant au bord de leur siège, en élevant leur voix, tandis que d'autres s'étoufferont ou parleront d'une voix plus douce ou pensive. Vous ne parviendrez pas à consigner l'intégralité de leurs paroles. Toutefois, veillez à noter ce que dit votre protégé lorsqu'un indice visuel ou émotionnel survient. Ce genre de détail pourrait s'avérer important pour discerner le fil rouge. Comment creuser davantage? Souvent, les gens rapportent d'abord leurs anecdotes sous forme de simples faits, ce qu'il s'est produit, quand et avec qui. Ces détails sont importants pour planter le décor de l'histoire, mais ils ne vous aideront pas à atteindre le pourquoi, qui est lié au ressenti. L'expression de ce dernier constitue une part essentielle du processus. Le but est d'amener votre interlocuteur à communiquer les sensations et émotions qu'il a éprouvées à ce moment-là. Or, il est très difficile d'accéder au ressenti lorsqu'on évoque des généralités. Nous n'insisterons jamais assez sur le fait que les anecdotes relatées par votre protégé doivent être très précises. Par exemple, il pourrait dire dans un premier temps « Chaque été, j'allais chez mes grands-parents pour les vacances. C'était formidable. » En tant que partenaire, cela ne vous apportera guère de grain à moudre. Il faudrait que votre interlocuteur vous fasse part d'un été particulier, d'un événement singulier ou d'une rencontre inhabituelle. Si la première version de l'histoire est dépourvue d'émotion, creusez davantage en suggérant « Parmi tous ces séjours chez vos grands-parents, parlez-moi de celui qui vous a le plus marqué. » Vous l'inciterez ainsi à rentrer dans les détails avec un récit de ce style. « Je me rappelle l'été de mes 13 ans. C'était juste après mon anniversaire, je me sentais grand, je voulais faire comme les adultes. Je me souviens avoir travaillé dur au jardin avec papy. Il me laissait passer la tondeuse. J'avais l'impression qu'il me confiait une tâche importante. Il me faisait confiance, si bien que j'étais plein d'assurance. » Cette version-là recèle bien plus de choses intéressantes. Conseil aux partenaires. Si vous constatez que votre protégé énonce des généralités ou vous fait part d'une anecdote ordinaire quand vous lui demandez de relater un événement inhabituel, ne lui lâchez pas la bride pour lui faire plaisir. Il serait alors plus difficile de trouver son pourquoi et bien plus laborieux de dégager les thèmes récurrents de ses souvenirs, ce qui revêt une grande importance. Rappelez-vous, le pourquoi n'est pas ce que nous souhaiterions être, mais ce que nous sommes véritablement. Or, nos anecdotes de vie sont des preuves tangibles de ce que nous sommes. Néanmoins, s'il vous confie d'emblée les émotions que l'événement lui a inspirées, ne les prenez pas pour argent comptant. Posez-lui des questions pour clarifier les choses. Souvent, les sentiments exprimés dénotent une leçon significative sous-jacente ou une relation particulière illustrant qui il est vraiment à l'heure actuelle. Si l'on comparait les émotions à la fumée, leur sens profond serait le feu. Or, il n'y a pas de fumée sans feu. Votre rôle consiste à l'interroger plus avant de manière à découvrir la raison pour laquelle cette anecdote est importante. Pour ce faire, les questions suivantes pourront vous être utiles. Quel sentiment cela vous a-t-il inspiré? Qu'est-ce que vous avez adoré plus que tout dans cette expérience? Vous avez sans doute éprouvé ce sentiment à d'autres occasions. Qu'avait donc cet événement de si particulier? Par exemple, s'il affirme avoir été fier, demandez-lui en quoi cette fierté différait des autres fois. En quoi cette expérience vous a-t-elle transformé? Quelle est la leçon tirée de cette expérience que vous portez encore en vous aujourd'hui? Parmi tous les souvenirs dont vous auriez pu me faire part, en quoi celui-ci est-il si particulier pour que vous l'ayez choisi? Si une autre personne occupe une place importante dans l'événement rapporté, demandez-lui ce qu'elle-ci a changé dans sa vie ou ce qu'il admirait en elle. Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie quand votre protégé parlera moins de ce qui s'est produit et davantage de son ressenti. Il dira par exemple « J'étais absolument enchanté de vivre cette expérience » ou « J'ai été bouleversé d'apprendre que j'avais déçu mes parents ». Les déclarations de ce type vous amèneront à creuser davantage. Par exemple, demandez-lui ce qu'il veut dire par « enchanté » ou « bouleversé ». Vous pensez sans doute le savoir, mais son explication peut différer de la vôtre. Posez alors une question qui appellera davantage de précision. Que voulez-vous dire par « J'étais absolument enchanté » ? Vous avez probablement eu d'autres occasions d'être bouleversé.
Expliquez-moi en quoi celle-ci se distingue au point que vous vous en rappeliez après tant d'années. Il peut arriver que les souvenirs relatés par votre protégé ne soient pas des plus réjouissants. C'est normal. Il apprendra autant de ses expériences positives que négatives. En tant que partenaire, votre rôle est de l'aider à voir les leçons ou même le bon côté de ces moments difficiles. Ainsi, nous avons accompagné une personne qui, lorsque nous lui avons demandé d'évoquer un souvenir heureux de son enfance, a répondu que la sienne avait été horrible. Puis, elle nous a rapporté plusieurs exemples des mauvais traitements que son père lui avait infligés. Cependant, nous avons remarqué qu'à chaque fois, elle mentionnait le fait qu'elle protégeait sa sœur de la violence paternelle. Or, elle n'avait jamais pris conscience de ce schéma récurrent. Quand nous avons attiré son attention sur cet aspect positif de sa sombre histoire, elle s'est aussitôt mise à pleurer. Elle est aujourd'hui qui elle est parce qu'elle a appris à protéger les gens sans défense. Les bons souvenirs comme les mauvais, les événements les plus heureux comme les plus pénibles, tous peuvent nous apprendre qui nous sommes et comment nous le sommes devenus. Tous les chemins mènent au pourquoi. Plus vous parviendrez à cerner les émotions récurrentes de votre protégé, plus celui-ci aura de facilité à formuler le pourquoi qui lui correspond vraiment. Outre les thèmes récurrents, vous chercherez à déceler deux autres éléments dans chacune des anecdotes relatées: la contribution et l'impact. Ce sont les composantes fondamentales de la formulation définitive du pourquoi. La contribution que la personne apporte à la vie d'autrui et l'impact de cette contribution au fil du temps que vous énoncerez ainsi, de manière à ce que la contribution entre dans le premier blanc et l'impact dans le second. Par exemple, Simon Sinek, l'auteur de Commencer par le pourquoi, exprime son pourquoi en ces termes: inciter les gens à faire ce qui les inspire de manière à ce que, ensemble, nous puissions changer notre monde. Sa contribution désigne l'activité qu'il déploie, en cherchant à inspirer les autres, et l'impact est ce qui résulte de sa contribution. Beaucoup de gens se rassemblent pour changer notre monde. En gardant cela en tête, efforcez-vous de repérer ce que votre protégé apporte ou reçoit, la contribution, et quel effet a pu avoir en découler pour lui ou les autres l'impact dans chacune de ces anecdotes. Vous percevrez alors un schéma récurrent qui vous aidera à déterminer la contribution et l'impact de son pourquoi. La plupart du temps, votre protégé laissera échapper un indice émotionnel, verbal ou non, lorsqu'il évoquera l'une ou l'autre de ces composantes. Comment poser les bonnes questions? Préférez les questions ouvertes. Les meilleures questions sont celles auxquelles on ne peut répondre ni par oui ni par non. Elles obligeront votre interlocuteur à fournir davantage d'informations. Dans nos séminaires, nous entendons souvent des partenaires poser des questions de ce type. Vous vous êtes mis en rogne, j'imagine. Cette question est inutile pour 3 raisons. Elle appelle une réponse par oui ou non, elle part du principe que vous connaissez déjà la réaction de votre protégé, et elle influence le témoin. Votre interlocuteur aurait pu être de votre avis, mais il aurait aussi pu répondre différemment si vous lui aviez posé une question ouverte. Rappelez-vous que le processus consiste à déterminer qui il est au fond de lui-même et non ce que vous en pensez. Afin de ne pas l'influencer, dites-lui plutôt « Expliquez-moi ce que vous avez ressenti ». Évitez les questions commençant par « Pourquoi ?» Cela peut sembler curieux puisque vous êtes à la recherche d'un pourquoi, mais il est plus difficile d'y répondre à ce type de questions. Par exemple, « Pourquoi cette anecdote est-elle importante à vos yeux ?» sollicite la zone du cerveau qui ne gère pas le langage. Il est plus facile d'y répondre à une question en « quoi ?» comme celle-ci. Qu'est-ce qui vous paraît important dans cette anecdote? La question est quasiment identique, mais elle est tournée de manière à ce qu'il soit plus facile d'y répondre. Elle demande « pourquoi ?» en invitant votre interlocuteur à mentionner plus spécifiquement les composantes de l'histoire qui sont les plus significatives. Essayez les deux versions, vous le constaterez par vous-même. Gardez le silence. Quand vous sentez que votre protégé peine à répondre à une question, laissez-le se débrouiller. Même si vous avez envie de l'aider à rompre le silence, retenez-vous, résistez à la tentation de combler le silence par une autre question ou une suggestion. Contentez-vous d'attendre. Les émotions sont difficiles à exprimer, la personne peut avoir besoin de plus de temps pour trouver les mots appropriés. Parfois, le silence est le meilleur outil dont vous disposiez pour la pousser à en dire davantage. Tirez-en parti. Choisissez le lieu et l'heure. Le Starbucks à mi-chemin entre votre bureau et celui de votre partenaire? Hors de question. Vous tiendrez une conversation intime.
Le bruit et les distractions vous compliqueront la tâche. De plus, vous dévoilerez beaucoup d'informations, vos souvenirs, personnels. Pourquoi le faire dans un lieu où tous ces gens prétendant travailler à leur scénario pourront épier vos confidences? Choisissez un endroit où vous pourrez vous concentrer et partager vos souvenirs à voix haute en toute sérénité. Rencontrez votre partenaire en chair et en os. Il lui sera plus facile de déceler votre langage corporel et non uniquement les expressions du visage et d'autres indices visuels que seule votre présence physique lui fournira. Si vous devez toutefois réaliser vos entretiens à distance, installez-vous dans un lieu calme où vous ne risquez pas d'être dérangé et encouragez votre partenaire à faire de même. En outre, prévoyez une plage horaire suffisante, au moins 3 heures d'affilée. Oui, cela représente un engagement important, mais c'est indispensable pour découvrir votre pourquoi. Considérez-le comme un entraînement sportif. Plus vous y consacrerez de temps, plus vous en retirerez de bénéfices. Ce n'est pas le genre de processus où vous pouvez vous permettre de brûler les étapes. Comme vous l'avez appris au chapitre 2, la découverte du pourquoi consiste en 3 étapes. Rassembler ses souvenirs, identifier les thèmes récurrents et formuler son pourquoi. La démarche sera plus efficace si vous les réalisez toutes au cours d'une même séance. En effet, si vous vous arrêtez au bout de 2 ou 3 anecdotes pour reprendre quelques jours après, vous devrez vous remettre en condition. Aussi préconisons-nous d'enchaîner les 3 étapes sans vous interrompre, à l'exception bien sûr de quelques pauses pour vous dégourdir les jambes. Il sera bien plus aisé d'identifier les thèmes juste après avoir raconté vos anecdotes que d'y revenir plus tard. De même, vous aurez plus de facilité à ébaucher votre pourquoi pendant que les thèmes et schémas récurrents sont encore frais dans vos esprits. Éteignez vos téléphones, supprimez toute source de distraction et profitez pleinement du processus. Avant l'entretien avec votre partenaire, vous aurez un petit travail de préparation à faire. Votre pourquoi résulte de vos expériences passées. C'est la somme des leçons que vous avez apprises. Repérez dans votre mémoire les anecdotes mettant en lumière qui vous êtes à votre optimum naturel. À mesure qu'elles vous reviennent, notez-les de manière à les retrouver rapidement quand vous serez face à votre partenaire. Les indications suivantes vous aideront à apprécier celles qui mèneront. Pensez aux expériences et aux gens qui ont façonné la souvenir que vous êtes aujourd'hui. Il pourra s'agir d'un événement dont l'importance est évidente, par exemple le jour où vous avez décidé de créer votre entreprise, ou moins flagrante, comme un échange déterminant avec votre ancien patron. Si cette anecdote a été significative, vous a aidé à devenir qui vous êtes, vous a appris quelque chose ou vous a rendu fier, notez-le. En réfléchissant aux personnes qui ont exercé le plus d'influence sur votre vie, essayez de vous rappeler précisément ceux de leurs propos ou de leurs actes qui ont été décisifs. Sachant que votre pourquoi provient de votre passé, vous puiserez vos anecdotes à n'importe quelle date, comprise entre votre naissance et aujourd'hui. Ces souvenirs pourront concerner la scolarité, la famille, le travail ou tout autre domaine de votre vie. Vous vous souviendrez peut-être d'époques ou d'événements que vous retrouverez avec plaisir, ou bien vous ferez ressurgir des épisodes douloureux que vous ne souhaiteriez jamais revivre. Le point commun entre ces deux types d'expériences, heureuses ou malheureuses, est qu'elles ont contribué à faire de vous ce que vous êtes devenu. Les difficultés que nous rencontrons sont les étapes à court terme que nous devons franchir pour réussir à long terme. Le but est de rassembler les anecdotes qui ont le plus influé sur votre vie au nombre de 5 minimum. Plus vous en relaterez, plus il sera facile à votre partenaire de déceler les schémas et thèmes récurrents qui permettront de découvrir votre pourquoi. Veillez à ce que chacune d'elles corresponde à une date, un événement ou un lieu particulier. Plus vous serez précis, plus ce souvenir vous inspirera un lien émotionnel, lequel vous indiquera la voie vers votre pourquoi. Notez ces anecdotes à mesure qu'elles vous viennent. Dès le début, gardez à l'esprit que tous les chemins finiront par mener à votre pourquoi. Ne réfléchissez pas outre mesure. Vous pouvez classer vos souvenirs par ordre chronologique ou de façon aléatoire. Ne vous souciez pas de mentionner tous les détails. 1 ou 2 lignes suffiront pour chaque anecdote. Il s'agit simplement d'avoir une amorce pour que vous puissiez ensuite raconter l'histoire à votre partenaire. Le moment venu, vous ajouterez toutes les précisions et sonderez les autres souvenirs qui pourraient jaillir. Pour vous aider à rassembler vos souvenirs, voici 2 méthodes que nous avons trouvées intéressantes. Vous pouvez en utiliser une, les 2 ou aucune. Méthode 1. Montagne russe. Naissance. Fin des études secondaires. Premier emploi. Dernier semestre universitaire. Voyage au Tibet. Mort de papa. Mariage. Promotion. Naissance des enfants.
MBA, achat immobilier. Tracez une ligne horizontale divisant votre feuille en deux. Au-dessus de la ligne, indiquez les souvenirs que vous jugez heureux, les événements que vous vivriez volontiers de nouveau. Dans la zone inférieure, en revanche, inscrivez ceux que vous n'aimeriez pas particulièrement revivre, mais qui ont marqué votre vie et vous ont transformé. Résumez-les en quelques mots. Plus l'événement était gratifiant et positif, plus vous le placerez haut au-dessus de la ligne. Plus il était difficile ou éprouvant, plus vous l'inscrirez vers le bas. Par conséquent, vos anecdotes s'étageront à différents niveaux de la page. Lorsqu'il s'agira de choisir les anecdotes à raconter à votre partenaire, retenez celles qui figurent le plus haut et le plus bas. Sachant qu'elles sont les plus chargées en émotions, elles ont davantage de chances de conduire à votre pourquoi. Vous ne confierez probablement pas toutes les histoires inscrites sur cette feuille. En revanche, il se peut que vous lui fassiez part d'autres souvenirs qui vous reviendront spontanément au cours de l'entretien, ce qui est très bien. Cet exercice sert uniquement de point de départ pour amorcer la pompe. Méthode 2. Réactivation de la mémoire. Si vous avez du mal à retrouver des anecdotes à brûle-pourpoint, cette méthode devrait vous convenir. Lisez simplement les suggestions ci-dessous pour réactiver vos souvenirs. Nul besoin de les décrire en détail. 1 ou 2 lignes suffiront pour réveiller votre mémoire au moment de les relater à votre partenaire. UTP. Quelles sont les personnes rencontrées au cours de votre vie, coach, mentor, professeur, membres de la famille, qui ont contribué à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Pour chacune d'elles, décrivez un moment précis où elle a incarné ce que vous admirez le plus en elle, peu importe que vous ayez pris part à cet événement ou pas. Qu'avez-vous ressenti en entendant ses paroles ou en observant ses actes? UTP. Rappelez-vous un jour où vous êtes rentré du travail en vous disant « J'aurais été prêt à le faire sans être payé ». UTP. Que s'était-il produit pour que cette pensée vous vienne? UTP. Pensez à la pire journée que vous ayez jamais vécue dans le cadre de votre travail et que vous espérez ne jamais avoir à subir à nouveau. Que s'était-il produit? UTP. Quel est le premier souvenir heureux précis de votre enfance dont vous vous rappeliez? UTP. Quel événement avez-vous adoré à l'école? UTP. Quel événement a-t-il constitué un tournant dans votre vie? Autrement dit, où vous avez pris conscience que plus rien ne serait jamais pareil ensuite. UTP. Quel événement a-t-il changé votre façon de voir le monde et le rôle que vous y jouez? UTP. Est-il déjà arrivé qu'après avoir venu en aide à quelqu'un, vous vous soyez senti extraordinairement bien, comme si vous aviez accompli quelque chose d'important? UTP. Avez-vous déjà réalisé un projet dont vous soyez vraiment fier? Veillez à noter si d'autres personnes étaient impliquées. Par exemple, qui vous a aidé, qui vous a encouragé, qui vous attendait sur la ligne d'arrivée. Après avoir élaboré votre graphique ou votre liste d'anecdotes, vous serez prêt à les communiquer à votre partenaire. Attention néanmoins, là encore, n'analysez pas vos souvenirs outre mesure avant de les lui confier. L'un des principaux intérêts de recourir à un partenaire réside dans sa capacité à déceler une signification qui vous échappe et à vous faire bénéficier de son point de vue objectif et ouvert. Si vous abordez la phase de verbalisation de votre quête du pourquoi avec des idées préconçues sur les tenants et les aboutissants de vos souvenirs, vous risquez de les exposer de manière à étayer votre propre thèse. Lâchez prise et laissez à votre partenaire le soin d'identifier les schémas récurrents. À vous de raconter, à lui d'interpréter. Astuce. Entourez les 3 anecdotes qui ont le plus influé sur votre vie et racontez-les en premier à votre partenaire. En vous concentrant sur les événements les plus marquants, vous éviterez de privilégier ceux qui semblent reliés entre eux. Ces petits riens qui comptent tant. Au cours d'un atelier Découvrir son pourquoi, animé par David, un certain Todd a rapporté une anecdote apparemment banale. Bien des gens croient devoir se remémorer des événements d'importance majeure. Or, cet exemple est intéressant, car à partir d'une histoire assez anodine, David a permis à Todd de trouver le fil conducteur grâce auquel il a pu exprimer son pourquoi.
Avant de relater cette anecdote, Todd avait fait part à David d'autres épisodes de sa vie. Il était entré à l'université avec une bourse sportive en tant que basketteur, qu'il avait ensuite perdue pour avoir sombré dans la drogue et l'alcool. Non seulement sa carrière universitaire s'en trouva compromise, mais ses rêves et son identité furent réduits à néant. Il travaillait dans un bar tout en continuant à lutter contre ses addictions et à envisager le suicide lorsque l'événement révélateur se produisit. Todd. En rentrant du boulot un samedi matin, je roulais sur une voie sinueuse quand j'ai vu une petite fille qui vendait de la limonade devant sa maison. D'ordinaire, j'aurais poursuivi ma route. Mais ce jour-là, j'ai éprouvé l'envie inexplicable de faire demi-tour et de lui donner toute ma monnaie. Je me suis arrêté devant son étal et je lui ai demandé combien coûtait un verre de limonade. « 25 cents », m'a-t-elle répondu. Alors je lui en ai commandé un. Pendant qu'elle retournait à son étal pour me servir, j'ai ramassé toutes les pièces de 25 cents qui se trouvaient dans le porte-gobelet de ma voiture où j'accumulais mes pourboires. Ce devait faire pas loin de $40. La gamine m'a tendu le verre de limonade et j'ai versé une poignée de pièces dans ses petites mains. Puis une autre, et encore une autre. À chaque fois, je voyais ses yeux s'illuminer. Elle s'est ruée chez elle toute excitée. Vous l'imaginez sans doute, je me sentais bien lorsque j'ai redémarré, mais soudain une chose inattendue est survenue. J'ai été submergé par l'émotion et j'ai éclaté en sanglots. Je pleurais tellement que j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. C'était sidérant. En effet, cette expérience semble avoir été intense. Au cours de votre vie, vous avez sans doute fait d'autres choses qui ont provoqué chez vous des sensations comparables. Parmi toutes les anecdotes dont vous auriez pu me parler, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir celle-ci? Pour la première fois, j'avais l'impression de faire quelque chose pour quelqu'un. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas passé avant les autres. Ce signal extrêmement fort a embrasé mon âme et pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'avoir de l'importance. Alors j'ai voulu aider les autres à éprouver la même chose. J'ai à tout prix voulu qu'ils aient l'impression de pouvoir faire davantage et devenir meilleurs. À partir de ce jour, j'ai voulu partager avec le monde entier ce que j'avais ressenti. Ainsi, David a-t-il identifié le service comme fil conducteur de la plupart des anecdotes les plus significatives de Todd. Comme l'a illustré l'épisode avec la petite vendeuse de limonade, le pourquoi du barman consiste à embraser l'imagination des gens en leur faisant prendre conscience de ce qui est possible afin qu'ils trouvent la motivation de faire davantage de leur vie. Or, chose merveilleuse, c'est précisément ce qui est arrivé à Todd. Son imagination s'est embrasée et il a voulu faire davantage de sa vie. Toutefois, vous n'aurez pas à renoncer totalement à votre zone de confort. Nous voulons juste que vous repoussiez un peu vos limites. Si certains souvenirs vous paraissent trop intimes, ne les racontez pas. Mais pour ceux que vous choisirez de relater, sachez que plus vous vous livrerez, plus il sera facile à votre partenaire de déceler les schémas pertinents. Confiez uniquement les anecdotes que vous jugez bon de partager. Mais lorsque vous le faites, acceptez de devenir suffisamment vulnérable pour que le processus fonctionne. Vous serez sans doute surpris de voir à quel point vous vous épancherez. Le secret réside dans les caractères détaillés de vos histoires. Nous ne le répéterons jamais assez. Quand vous avez élaboré votre liste ou votre graphique de souvenirs, nous vous avons invité à ne pas vous encombrer de précisions. Il est désormais temps d'approfondir les choses. Rapportez vos anecdotes de manière aussi exhaustive que possible. Ayez à l'esprit que par détail, nous ne voulons pas dire la température qu'il faisait ou la tenue que vous portiez ce jour-là, à moins qu'elle revête une importance particulière. Si ce type d'information offre un contexte, celles qui nous intéressent vraiment vont creuser bien plus loin. Le ressenti étant au cœur de votre pourquoi, il est essentiel de vous relier viscéralement aux souvenirs et aux émotions que vous avez connus à cette occasion. Un récit détaillé vous permettra de le faire, contrairement à une évocation générale. Voici quelques exemples. Généralité. Chaque année, nous allions chez mes grands-parents pour Noël. J'étais si bien au milieu de cette famille aimante. Histoire détaillée. Chaque année, nous allions chez mes grands-parents pour Noël. L'année qui m'a le plus marqué est celle de mes 9 ans, le dernier Noël avant la mort de mon grand-père. C'était une personne importante dans ma vie, et je n'en ai pris conscience qu'après sa disparition. Notre relation était formidable, mais je réalise seulement aujourd'hui à quel point il m'a influencé. C'était un personnage excentrique, un peu fou, qui ne faisait rien comme tout le monde. Les gens le trouvaient bizarre, mais il m'a toujours semblé parfaitement normal. Je me revois assis près de lui, sur le canapé, juste lui et moi. J'étais aussi un enfant bizarre, à l'école on me traitait de barjot. Mais avec lui, je me sentais bien, j'étais fier de ce que j'étais, fier de ma différence. Le fait de penser à lui comme la personne la plus formidable du monde me procurait la confiance nécessaire pour assumer une étrangeté. Il était bizarre et stupéfiant à la fois, mais je préfère être bien dans ma peau si je veux avoir la même influence sur mes enfants ou plus tard sur mes petits-enfants.
Généralité. Quand j'étais petit, j'adorais la gymnastique. Je m'entraînais 4 heures par jour. C'était dur, mais cela m'apportait beaucoup. Histoire détaillée. Quand j'étais petit, j'adorais la gymnastique. Je m'entraînais de longueur de manière intensive. Je me rappelle un jour où nous travaillions des sauts de tumbling avec mon équipe sous la houlette du plus exigeant de nos entraîneurs. Ce gars était vraiment difficile à contenter. Il était si dur avec moi, je ne me sentais jamais assez bon pour lui. Parfois j'avais l'impression qu'il s'acharnait sur moi, qu'il était plus exigeant avec moi qu'avec les autres. J'avais beau donner tout ce que je pouvais, ce n'était jamais assez. Le tumbling n'était pas mon fort, en particulier les figures aériennes comme le salto vrillé. Mais je m'accrochais pour lui prouver que j'étais bon. Et enfin, c'est arrivé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Après l'un de mes passages, l'entraîneur s'est agenouillé près de moi et il a déclaré au reste de l'équipe « Voilà comment il faut faire !» Je ne me suis jamais senti aussi fier. À ce moment-là, j'ai compris qu'il était dur avec moi non parce qu'il ne m'aimait pas, mais parce qu'il croyait en moi. Il me poussait dans mes retranchements car il savait que j'en étais capable. Au lieu de me dire que j'avais ça dans le sang, il voulait que je l'apprenne par moi-même. Ce jour-là, j'ai compris à quel point la discipline et le travail, qui étaient ancrés en moi, avaient de l'importance. C'est là que j'ai appris ce qu'est la ténacité. J'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Généralité. J'adore mon travail. Il me donne l'occasion de découvrir des endroits merveilleux. Et même quand la destination n'a rien de palpitant, je rencontre souvent des gens passionnants. Je me souviens en particulier d'un lieu qui ne m'attirait pas du tout. Il s'agissait d'un petit bourg en milieu rural. On ne gagne pas à tous les coups, me suis-je dit. Lors de l'événement qui y était organisé, j'ai fait la connaissance d'un entraîneur de foot d'une université voisine. Ce type était sensationnel. Il m'a raconté qu'il dirigeait son équipe en se basant sur le développement humain. La plupart des entraîneurs se soucient uniquement de remporter des matchs. Celui-ci s'intéresse d'abord à l'évolution personnelle de ses joueurs. S'ils gagnent, ils ne laissent pas la victoire leur monter à la tête. S'ils perdent, ils transforment leur défaite en occasion d'apprendre. Or, sa méthode influe énormément sur les membres de son équipe. Non seulement ils sont plus performants sur le terrain, mais ils obtiennent de meilleurs résultats à l'université et s'épanouissent davantage dans leurs relations personnelles, avec leur famille par exemple. Tout cela grâce à leur entraîneur. C'est l'anecdote la plus enthousiasmante que j'ai jamais entendue, et pourtant je ne suis pas fanat de sport. Les versions générales de ces histoires disent à peu près la même chose que leurs versions spécifiques, mais vous remarquerez l'émotion qui se dégage des secondes. En creusant plus en profondeur, vous ramènerez à la surface les sentiments que vous avez réellement éprouvés. Tandis que vous lui ferez part de vos anecdotes, votre partenaire consignera les situations décrites et les sentiments évoqués. Au risque d'enfoncer le clou, ces notes permettront d'identifier les liens concrets et émotionnels entre vos différents souvenirs. Le but n'est pas simplement de retracer ce que vous avez fait, mais de dévoiler qui vous êtes. Prenez le temps nécessaire pour raconter en détail chacune de vos histoires et déborder de votre liste initiale. Tandis que vous relaterez vos anecdotes, des expériences oubliées se rappelleront peut-être à votre souvenir. Confiez-les également à votre partenaire. Une fois encore, tous les chemins mènent au pourquoi. Il n'y a pas de règle immuable en la matière. Qu'elles proviennent de votre préparation initiale ou de vos réminiscences spontanées, toute anecdote significative permettra de corroborer les thèmes récurrents et d'introduire de nouveaux éléments à prendre en considération. Plus vous verbaliserez de souvenirs, plus vous aurez de données à exploiter pour trouver le fil rouge. Et plus ce dernier sera clair, plus vous formulerez votre pourquoi avec précision. Identifiez vos thèmes récurrents. L'étape suivante de la recherche de votre pourquoi consiste à repérer les idées, mots, expressions et sentiments qui apparaissent régulièrement dans vos anecdotes. Dans cette phase du processus, votre partenaire est censé mener la danse. En effet, il possède une objectivité que vous n'avez pas du simple fait que vous êtes trop proche pour déceler ces récurrences. Tandis que vous dépeignez les arbres, votre interlocuteur a une meilleure vue d'ensemble de la forêt. Nous observons la même chose chez tous ceux qui veulent découvrir leur pourquoi. Ils pensent être capables de jouer les deux rôles, raconter leurs souvenirs et les interpréter. Ils essayent d'analyser leurs propres anecdotes et d'identifier les thèmes récurrents par eux-mêmes. Cependant, nous n'en avons jamais vu un seul y parvenir. Nous en avons rencontré beaucoup qui prétendaient y être arrivés, mais leur pourquoi concernait en réalité leur entreprise ou leur famille, ou un objectif qu'ils cherchaient à atteindre. En grattant un peu, nous avons vu voler en éclats leur pourquoi ou leur passion pour celui-ci. Pour mettre au point la plupart des techniques destinées à découvrir son pourquoi, Simon Sinek lui-même a demandé à un partenaire d'écouter ses anecdotes et de l'aider à trouver son fil conducteur.
Encore une fois, votre partenaire se contente de recueillir vos paroles et il a l'avantage d'être objectif. Entendant votre histoire pour la première fois, il n'est pas perturbé par d'autres facteurs tels que histoire personnelle, peur ou ego. Par conséquent, les thèmes récurrents lui apparaissent de manière plus évidente. De même qu'il n'y a pas de mauvaise anecdote, il n'y a pas de mauvaise récurrence. Si un élément revient plusieurs fois, notez-le. Il n'y a pas de limite au nombre de thèmes que vos souvenirs peuvent révéler. Vous pouvez en identifier 8, 10, 15 ou davantage. Cela ne pose aucun problème. Tout d'abord, vous allez les énumérer par écrit avec votre partenaire. Après avoir rassemblé ces récurrences sur une feuille, prenez le temps de les examiner. Parfois, le thème concerné apparaîtra dans chacune des anecdotes. En tout cas, votre partenaire devra être capable de relier chaque thème à 2 de vos souvenirs au moins. Rappelez-vous, une idée devient un thème récurrent lorsqu'elle figure au moins dans 2 anecdotes qui semblent sans rapport. Parmi les récurrences inventoriées, entourez en une ou 2 celles qui vous paraissent les plus importantes. Celles qui vous inspirent ou qui semblent vous définir, vous et ce à quoi vous tenez le plus. Y en a-t-il une qui vous plaise davantage que les autres? Demandez à votre partenaire, d'après les souvenirs que vous lui avez confiés, quelle est la plus importante à ses yeux. Ensemble, choisissez le thème qui s'apparente à votre contribution et celui qui représente son impact. Vous êtes maintenant prêt à rédiger une ébauche de votre pourquoi. Attendez, me direz-vous. Si ces 2 thèmes sont les seuls destinés à entrer dans la formulation de mon pourquoi, à quoi a-t-il servi que mon partenaire s'échine à extraire les autres récurrences de toutes mes anecdotes? Et si je tiens beaucoup à certaines de celles qui n'ont pas été sélectionnées, dois-je tout bonnement les mettre à la poubelle? Pas d'inquiétude. Il y a une bonne raison pour que votre interlocuteur note tous vos thèmes récurrents, et non, ils ne finiront pas aux oubliettes. Comme nous le verrons dans un autre chapitre, ils deviendront vos « comment ». Affinez votre pourquoi. Après avoir rédigé votre ébauche, cette dernière étape du processus vous permettra de tester et d'affiner votre pourquoi. Il existe plusieurs méthodes pour cela. Une façon amusante de valider votre pourquoi ou de bénéficier de suggestions pour l'améliorer réside dans ce que nous appelons l'exercice entre amis. Pour le réaliser, commencez par établir une liste de vos amis les plus proches, ceux qui seront toujours prêts à vous aider, que vous pouvez appeler à 2 heures du matin si besoin et dont vous savez qu'ils décrocheront leur téléphone. Ceux que vous dépanneriez également s'ils vous appelaient au beau milieu de la nuit. Suivez ensuite les consignes ci-dessous. Exercice entre amis. Cet exercice sera plus profitable si vous le pratiquez en face à face avec un seul ami à la fois. Au préalable, exposez-lui la démarche que vous avez entreprise et dites-lui que vous avez besoin de son aide pour la mener à bien. Afin de ne pas l'influencer, ne divulguez pas votre pourquoi pour l'instant. Dans un premier temps, demandez-lui « Pourquoi est-il mon ami ?» Ne soyez pas surpris s'il vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre. On pose rarement une telle question et il est plus difficile d'y répondre qu'on ne le pourrait le croire. L'amitié repose sur des sentiments, et comme vous le savez, ceux-ci ne s'expriment pas aisément. Pour que cet exercice soit efficace, vous devez poursuivre même si vous ressentez tous 2 une certaine gêne. Curieusement, les questions commençant par « pourquoi » ne permettent pas d'accéder au « pourquoi ». En effet, il s'agit d'une question émotionnelle qui suscite des réponses vagues ou réactionnelles. En revanche, les questions en quoi appellent des réponses plus réfléchies et précises. Posez à nouveau votre question ainsi. Qu'est-ce que tu as trouvé en moi qui t'ait donné envie d'être mon ami? Cette fois, il pourrait répondre « je ne sais pas, je me soucie de toi, j'ai confiance en toi, nous vivons des choses semblables. Et nous nous entendons très bien, tout simplement. » Sa réponse a beau être juste, elle mentionne clairement les ingrédients de base de toute amitié. Continuez à faire l'avocat du diable en formulant vos questions en pourquoi sous la forme de « qu'est-ce que tu as trouvé en moi ?» et non de « pourquoi ». Par exemple, poursuivez de cette façon. Parfait. Tu viens de définir ce qu'est l'amitié. Mais qu'est-ce que tu trouves de particulier en moi? Sans doute votre ami bafouilla-t-il, hésitera-t-il un moment ou mentionnera-t-il d'autres caractéristiques générales de l'amitié? Vous serez de plus en plus tenté de laisser tomber, mais tenez bon. Et plus précisément, qu'est-ce que tu me trouves? Continuez à le pousser au-delà des réponses rationnelles. 2 signes pourront vous indiquer le moment où la conversation parvient à son but. Premièrement, lorsque votre ami cessera de parler et se mettra à fixer le sol ou le plafond, paraissant dans l'incapacité de trouver ses mots. En réalité, il tentera de se relier aux sentiments qu'il éprouve pour vous et de les mettre en mots. Si vous meublez le silence avec une autre question ou un commentaire, vous interromprez ce processus très important.
Au lieu de cela, laissez votre ami faire. Au bout d'un moment, cessant de s'en tenir à des généralités telles que « nous avons le même sens de l'humour », il deviendra plus précis. « Tu es vraiment drôle. Non seulement tu m'amuses, mais tu me fais prendre conscience que nous avons la même vision du monde. Quand je te raconte ce que m'a dit mon patron la semaine précédente et que tu plaisantes à ce propos, j'éclate de rire, mais je suis aussi rassuré de voir que c'est mon boss qui est cinglé, et pas moi. » Ce qui nous amène au deuxième signe à déceler. Lorsque votre ami change sensiblement de point de vue. À un moment donné, au lieu de vous dépeindre, il semblera se mettre à parler de lui-même. Dans l'exemple précédent, lorsqu'il affirme « Je suis rassuré de voir que c'est mon boss qui est cinglé », il ne décrit pas votre personnalité, mais les sentiments que vous lui inspirez et ce que vous changez en lui. Autrement dit, votre ami exprime la contribution spécifique que vous apportez à sa vie. Vous saurez que vous avez creusé assez profond quand ces paroles provoqueront en vous une réaction émotionnelle. Peut-être aurez-vous la chair de poule, ou vous étoufferez-vous. C'est parce qu'il aura mis en mots la véritable valeur que vous représentez dans sa vie. Il aura formulé votre pourquoi en ses propres termes, et vous aurez réagi de la sorte, car le pourquoi siège dans la partie du cerveau qui gère les émotions et non le langage. C'est un moment décisif, une façon merveilleuse de découvrir que vous viviez avec votre pourquoi sans même en avoir conscience. Il y a de fortes chances que les thèmes et schémas récurrents qui se dégageront de l'exercice entre amis soient similaires, voire identiques, à ceux que vous avez découverts avec votre partenaire au cours des étapes précédentes. Mais il se peut que votre ami emploie pour vous décrire un terme ou une expression qui vous conviennent davantage. Si cela se produit, n'hésitez pas à l'intégrer dans votre formulation du pourquoi. Inversement, si l'exercice met au jour des thèmes différents, vous devrez également en tenir compte. L'un d'eux vous correspond-il davantage que ceux identifiés au cours du processus de découverte du pourquoi ? Dans ce cas, vous aurez sans doute intérêt à creuser davantage avec votre partenaire. Outre l'exercice entre amis, il peut avérer utile de laisser reposer quelques jours votre formulation du pourquoi. Envisagez celui-ci comme un gâteau. Quand vous le sortez du four, vous ne pouvez pas en couper une tranche et le manger sur le champ. Il est encore trop chaud, il s'émietterait. Il faut lui laisser le temps de refroidir. C'est la même chose avec votre pourquoi. Laissez-lui le temps de reposer avant de commencer à vous en servir. Souvent, la première ébauche du pourquoi semble un peu trop générale. Essayez d'en décortiquer les termes afin de trouver une formulation plus authentique qui rende mieux votre ressenti. Nous proposons parfois à nos stagiaires un petit jeu. Nous leur demandons s'ils aiment la formulation de leur pourquoi au point d'être prêts à la faire tatouer sur leur corps. Si la réponse est non, c'est que vous n'avez pas encore trouvé les termes que vous adorez et qui vous correspondent. Il faut vraiment que vous adoriez ces termes, en particulier ceux de votre contribution. Tandis que vous affinez votre pourquoi, référez-vous de nouveau à vos anecdotes de manière à vous assurer que les modifications apportées n'émoussent pas la précision de sa formulation. Le but n'est pas que votre pourquoi sonne mieux, mais que vous le sentiez mieux. Combien de temps faut-il pour affiner son pourquoi ? Nous ne pouvons le dire car cela diffère pour chacun. Trouver la formulation idéale pourra vous prendre des semaines ou des mois. Vous la modifierez une seule ou une douzaine de fois. Nous l'avons constaté au sein même de notre équipe Start with Why. Par exemple, David avait formulé son pourquoi ainsi. Susciter un changement positif de manière à ce que les gens aient une vie plus épanouie. Il n'en était qu'au stade de l'ébauche, mais l'expression « vie plus épanouie » ne lui semblait pas tout à fait appropriée. Elle était trop vague et lui faisait l'effet d'un cliché. Aussi, s'est-il efforcé de creuser plus loin. Pour cela, il s'est posé mes questions suivantes. Quand je suscite un changement positif, en quoi consiste-t-il ? Et tant que j'y suis, que représente une vie épanouie ? Il a vécu avec cette formulation de son pourquoi et s'est exercé à l'exprimer et à le mettre en œuvre tout en l'améliorant jusqu'à parvenir à une version qui lui ressemble davantage. Propulser les gens de manière à ce qu'ils laissent leur empreinte sur le monde. En réfléchissant de plus près aux mots choisis, David a réalisé que pour lui, inciter les gens à changer pour accéder à une vie plus épanouie signifiait les aider à devenir meilleurs que la veille, de manière à avoir davantage d'impact positif sur les autres, définition de l'épanouissement qui figure clairement dans la seconde version. Voilà pourquoi la nouvelle formulation de son pourquoi est préférable à la première. Elle est à la fois plus précise et plus personnelle. En affinant votre pourquoi, vous le rendrez sans doute plus percutant, comme cela a été le cas pour David. Mais vous ne le rendrez pas plus valable ni plus réalisable.
Sa formulation n'a pas besoin d'être parfaite pour que vous commenciez à le mettre en pratique. Ainsi, le secrétaire d'État américain Colin Powell a-t-il déclaré qu'il pouvait prendre une décision avec 40% des informations, mais que 70% serait trop. En vivant avec votre pourquoi, vous aurez plus facilement à trouver les mots justes car vous aurez davantage conscience de votre but et de la manière dont vous tentez de l'atteindre. Par conséquent, réfléchissez à la formulation de votre pourquoi, mais pas trop longtemps. Si vous recherchez votre pourquoi, c'est aussi pour le mettre en œuvre.